Alors, du coup, bienvenue à tous pour cet épisode 4 dédié aux ASD. Donc aujourd'hui, on va parler documentation via le standard S1000D. Donc cette petite présentation se veut être une vulgarisation de la 1000D, donc pour comprendre les principaux concepts. Donc je vais expliquer ce qu'il y a à savoir de la 1000D en une demi-heure à peu près. Et vous pourrez poser vos questions en sachant que sur le fil de discussion, vous pouvez poser les questions, on les reprendra après sur le dernier quart d'heure. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite au fur et à mesure par rapport à ce qui est présenté de poser vos questions. Alors juste pour me présenter, donc je suis expert métier ingénierie documentaire, donc je suis basée à Toulouse. LGM Toulouse. Donc je suis spécialisée dans les standards documentaires comme DITA, S1000D et la documentation structurée. Concernant ces web-séries, je vous rappelle les prochaines sessions. Donc la similité, donc la spécification liée au training, qui sera présentée par Gilles Baudou, donc le 10 décembre à 9h30. Et ensuite, la 5000F, donc c'est la spécification liée au REX et au feedback, donc le 17 décembre à 9h30. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler documentation et 1000D particulièrement. Donc cette planche, vous devez la connaître. Enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'idée, c'est de présenter tous les domaines du soutien, et de voir les interfaces entre ces domaines et placer sur cette cartographie les spécifications associées. Donc, ce qu'il faut retenir sur la documentation et particulièrement la 1000D, c'est qu'elle prend ses entrants des données logistiques, donc la S3000L et S4000P, et des données d'approvisionnement, excusez-moi, donc la S2000M. Donc la S2000M pour tout ce qui est catalogue illustré, et ensuite la S3000L et la S4000P pour l'analyse de maintenance, toutes les données de maintenance et des procédures notamment. Alors, pour donner quelques éléments d'identité sur la 1000D, donc son titre, tout d'abord, c'est une spécification. Donc, toute la 1000D est écrite en anglais, déjà. Le titre, c'est une spécification pour une database source commune, Common Source Database, CSDB. Donc, la première version est née en 89. Et la dernière, on est en version 5.0 actuellement, donc qui date de 2019. Donc, on voit qu'elle a 30 ans de vie, contrairement à ses petites sœurs comme la S6000T, la S3000, qui sont beaucoup plus récentes. Alors, elle fait 3500 pages, 9 chapitres. Et elle va s'appliquer, alors là j'ai donné des exemples, mais elle va s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Donc j'ai donné des exemples qui représentent chaque secteur d'activité. Donc on a par exemple Scorpion, Syracuse 4 dans le spatial, dans le naval, le FDI, et on voit qu'elle s'applique autant à l'aéronautique civile que militaire. Voilà, j'ai donné quelques exemples, mais ce n'est pas du tout exhaustif. C'est juste pour illustrer le fait que ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Voilà, et j'ai donné l'URL ici. Donc, il faut savoir que c'est une spécification qui est gratuite et qui peut être téléchargée sur le site que je vous indique dans ce slide. Alors, l'organisation de cette spécification, donc je vous ai parlé de 9 chapitres. Et on voit à travers les thématiques abordées sur ces 9 chapitres que c'est un spectre assez large, puisqu'on a à la fois, donc chapitre 2, de la processus de documentation, mais aussi chapitre 3, la production de l'information documentaire. On a également tout ce qui est règles de présentation, chapitre 6, donc règles de restitution ou de consultation via des viewers, des outils de consultation.
Et enfin, on peut voir par exemple chapitre 8, des règles de codification. Donc on voit que la S1000D couvre un ensemble assez vaste de domaines de la documentation. Alors, qu'est-ce que c'est la S1000D? Donc, c'est une spécification, c'est-à-dire un ensemble de recommandations qui sont partagées par le domaine de la documentation et qui permet de produire les publications techniques et échanger les données. Donc, cet ensemble de règles qui sont partagées par les acteurs de la documentation s'applique tout au long du processus documentaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas seulement un standard, parce qu'on entend beaucoup que la S1000D, c'est du XML. Donc, ce n'est pas seulement de la production XML. La 1000D, ça va s'appliquer tout au long du processus documentaire et va régir les règles d'échange de données, les règles d'intégration, de présentation. Donc, il faut bien retenir que la 1000D, ce n'est pas juste une façon de produire en XML, mais il y a aussi des règles de processus, des règles d'échange, etc. Donc là, pour la documentation, comment ça va se traduire? Donc, je vous ai fait dans ce slide une petite représentation des étapes du processus documentaire. Et à chaque étape en fait, du processus documentaire, on va voir que la 1000D va décliner ses concepts. Donc, pour l'ingénierie documentaire, la première phase de définition des règles du projet, ça va être définir les business rules, qu'on va appeler les business rules. Donc, je vais vous expliquer juste après. Pour la production, bon, on va avoir la production XML, évidemment. Tout ce qui est contrôle après de la production documentaire, on va avoir le concept de BREX, ou Business Rule Exchange. Et après, évidemment, pour la publication, la restitution de cette production XML, on va avoir des règles liées à la publication, donc au PDF, aux IETP, aux outils de consultation, etc. Donc, on va voir que ça va s'appliquer à tout le processus documentaire et qu'on va avoir des concepts bien particuliers sur tout ce processus-là. Alors, on va parler maintenant des objectifs. Les objectifs principaux, c'est de réduire les coûts sur la génération de l'information, sur la production de l'information, en évitant de dupliquer l'information. Donc, l'idée, c'est de centraliser l'information, de ne pas travailler en silo. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire exactement, en quoi ça se concrétise. Et également d'uniformiser les règles documentaires pour les participants du projet et donc améliorer l'interopérabilité. Alors évidemment, ces avantages, ces objectifs sont permis, apportent leurs fruits en fonction d'un certain investissement au départ, puisque la 1000D, c'est du XML, donc il y a des outils derrière, il y a une certaine compétence à acquérir. Et en fait, ces avantages, on les a au long terme en fonction aussi de certains paramètres. Donc, notamment, ces paramètres, c'est que quand il y a beaucoup d'acteurs dans le projet, ça va être intéressant de basculer sur la 1000D parce que les règles documentaires partagées entre tous les acteurs vont améliorer l'interopérabilité. Il va y avoir aussi le paramètre du volume documentaire où effectivement, en fonction du volume documentaire, on va réduire ensuite les coûts d'investissement quand on va maintenir cette documentation. Et également, ce qui est lié, il y a un paramètre également qui est lié, c'est les cycles de vie du produit documentaire. Si c'est des cycles de vie longs, on va avoir intérêt à investir sur la 1000D puisqu'on va amortir sur ces cycles de vie assez longs l'investissement initial. Voilà, donc évidemment, si c'est pour produire un manuel pour un produit qui va vivre 1 an, on ne va pas forcément choisir la 1000D. Donc ça a des avantages, mais en fonction de ces paramètres-là. Alors, le périmètre de la 1000D, il s'applique, donc la 1000D s'applique à tous les secteurs. Au début, la 1000D est née dans le domaine de l'aéronautique militaire. Et cette naissance, ça s'est agrandi. Ce périmètre s'est agrandi au fur et à mesure. Donc en version 2,
la version 2 s'est étendue à tous les domaines et pas seulement l'aéronautique, donc en 2003. Et on a vu ensuite que sur la version 3, le domaine d'application était également civil. Donc la version 3 en 2007 était la première version applicable aux besoins civils. Donc ça veut dire qu'actuellement, la 1000D couvre tous les secteurs d'activité et est également valable pour des applications civiles que militaires. Alors, il y a une notion qui est très importante dans la 1000D et qu'il faut bien retenir parce que c'est indissociable de la 1000D, c'est une souplesse qui est liée à ce standard. Cette souplesse, elle est liée à ce qu'on appelle des business rules. Donc, j'en ai parlé dans les slides d'avant sur le processus d'ingénierie documentaire, la première phase de définition des règles. C'est-à-dire que dans le standard 1000D, on a un ensemble de règles, un socle, qui fait partie des bases et qu'on ne va pas contester, qu'on va appliquer parce que ça fait partie de l'implémentation 1000D. Par contre, il y a certains autres points qui sont soumis à la décision projet. C'est ce qu'on appelle des BRDP, Business Rule Decision Points. Donc, c'est une liberté qu'identifie la 1000D, que laisse la 1000D au projet pour qu'ils puissent définir leurs propres règles et ainsi adapter à leur domaine, à leurs besoins métiers. Donc, voilà ce que c'est une business rule. C'est une façon de répondre à cette BRDP. Donc, les BRDP, elles sont vraiment définies dans la 1000D et identifiées dans la 1000D. Donc, il y a des endroits où on dit BRDP, les projets devront définir les attributs qu'ils choisissent pour, par exemple, le niveau de classification des données, etc. Donc, ce process-là, il est obligatoire. En fait, on ne peut pas appliquer de la 1000D, faire de la 1000D si on n'a pas défini ces business rules au départ. Et ça on fait en sorte de rendre la 1000D générique et applicable à tous les domaines de cette façon, puisqu'il y a une grande souplesse, une grande liberté qui permet d'adapter le standard à chaque cas particulier. Donc, c'est vraiment un point fondamental, un concept fondamental de la 1000D, c'est les business rules. Et donc, en fait, cette première phase, elle est critique puisqu'elle va déterminer toutes les règles du projet, toutes les façons d'échanger les données, de produire la donnée, de la livrer, etc. Donc, c'est vraiment une phase fondamentale et incontournable. Alors, ces business rules, c'est très vaste. Donc, ça peut être... la 1000D a proposé une catégorisation donc, que je vous présente ici là, avec les couleurs. Donc, c'est un slide assez sympa. Et on voit qu'il y a plein de types de business rules différentes. Donc, il y a des business rules qui sont liés à l'échange de données. D'autres qui sont liés à la façon dont on crée les données, en sachant que les schémas sont très, très fournis. Les modèles sont très fournis, donc on a beaucoup de choix, il y a des éléments optionnels et c'est sur ça qu'on va pouvoir faire des règles de production, c'est-à-dire est-ce qu'on active la possibilité de renseigner ces éléments ou pas. Ça, c'est les règles de production. On a aussi tout ce qui est lié à la philosophie de maintenance. Donc, on va avoir la façon de codifier, de caractériser les tâches de maintenance, quel type de tâches de maintenance on va avoir. Tout ce qui est également business rule catégorie 4, les notions de protection d'information, de classification, d'accès à la donnée, de copyright. On va avoir également des règles de définition du produit. Alors ça, c'est lié à la codification. Donc, il y a un slide qui est dédié à ça et je vous expliquerai en quoi ça se traduit. Également, la façon de récupérer de la donnée qui n'était pas en 1000D. C'est la donnée, ce qu'on appelle legacy, la donnée d'héritage. Donc, comment on va intégrer à la 1000D ce qui existait avant d'implémenter la 1000D. Également des règles Business Rule catégorie 10, des règles de présentation, data output. Donc, je vous ai dit, c'est la production, l'échange de données, des règles également de présentation pour restituer l'information à l'utilisateur. Donc,
on va avoir vraiment un panel très large de business rules à statuer en début de projet. Et donc, cette phase-là, elle est primordiale et c'est pour ça qu'il ne faut pas bâcler parce que, entre guillemets, c'est quelque chose qui permet d'éviter qu'on reprenne la documentation après en volume et qu'on ait des problèmes d'interopérabilité avec les autres partenaires. Donc, il faut prendre vraiment en compte tous les besoins liés à ces catégories-là. Donc, ce qui veut dire que quand on définit les business rules, on est en interface avec les personnels qui définissent la qualité, les règles, les gens du soutien pour la maintenance philosophie. Donc, il y a cette coopération avec les autres domaines. Alors, concrètement, donc je reviens en fait au titre de la présentation. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça apporte la 1000D? On va rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre comment ça se passe au niveau de la documentation. Alors, une information juste, structurée et disponible, c'était le titre de la présentation. Donc, comment ça se traduit par rapport à la 1000D? Juste, c'est la notion de modularité et de précision. Structuré, c'est la notion de schéma. Et disponible, c'est tout ce qui est lié à la gestion de configuration. Donc, je vais aborder les 3 aspects pour vous donner ces clés d'interprétation de la 1000D. Alors, tout d'abord, l'information juste, c'est la notion de non-redondance grâce à la modularité et la précision et l'adaptation aux besoins métiers. Donc, tout d'abord, la modularisation, comment ça se passe? L'idée, c'est de produire tout le contenu documentaire en centralisant l'information dans des unités autonomes, ce qu'on appelle data modules. C'est-à-dire qu'une procédure de maintenance ou une description, on souhaite ne pas répéter cette information dans différents manuels. On souhaite la mettre en commun. Donc, s'il y a 2 manuels qui contiennent, par exemple, la liste des acronymes ou une description fonctionnelle qui est identique, une description du système qui est identique, on va centraliser cette donnée sur un fichier, sur un data module, et ensuite les manuels appelleront feront référence à cette unité documentaire. Donc l'idée, c'est vraiment de modulariser l'information pour ne pas la répéter. Et effectivement, quand on répète l'information, on la duplique, on a des problèmes de maintenance, on a des problèmes de cohérence. Les données évoluent de façon parallèle et ça n'a plus du tout de sens à un moment donné. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une information modulaire qu'on va exploiter de façon unique et répercuter sur les différents manuels. Alors là, c'est un slide intéressant sur la modularité parce que ça compare en fait la création traditionnelle de documents sans modularisation à gauche et la création S1000D. Donc on voit que on est sur une notion de modularité avec une base commune et les DM vont être exploités dans différents manuels, alors qu'à gauche, on a une création en silo, c'est-à-dire un manuel, chaque service produit son manuel. Donc évidemment, les avantages de cette modularisation, c'est d'apporter de réduire les coûts de maintenance, c'est-à-dire de mise à jour de la doc, d'améliorer la qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de cohérence entre les informations. Par contre, le pendant, enfin l'inconvénient, enfin, si on peut parler d'inconvénient, c'est que ça implique de travailler en commun entre les services. On ne peut pas produire de la 1000D si les services qui produisent la documentation sont déconnectés et n'ont pas d'interface. Il faut pouvoir travailler la 16DB en mettant les équipes de production ensemble. Donc ça, c'est le prérequis pour produire la 1000D.
Alors ensuite, une information précise. Donc on est encore sur le chapitre information juste. Donc on a vu la modularité et maintenant la précision. Donc la précision, c'est que les schémas, tous les modèles de données en fait sont adaptés aux besoins métiers. Donc on a 30 ans quand même de recul sur les besoins d'intégration de la documentation. Et donc chaque élément des modèles de données permet de typer une information sémantiquement et on a tout ce qu'il faut pour couvrir le domaine de la maintenance, pour couvrir les domaines physiques et fonctionnels, pour couvrir les plans de maintenance, les catalogues illustrés. Toutes ces informations sont vraiment, tous ces modèles de données sont adaptés aux besoins métiers. Et donc quand on produit, il y a un élément pour une fonction, une information. Ça, c'était à droite un exemple pour le schéma SB, le modèle de données SB service bulletin, où on voit que il est découpé en sections, des sections différentes en fonction du type d'information qui va être remplie dedans. Alors, information juste et non ambiguë également, puisque et ça c'est lié à la codification. Donc on a parlé au tout début du Standard Numbering System. Donc c'est une façon de rattacher les unités, le data module notamment, au découpage fonctionnel et physique du système. Donc en fait toutes les unités documentaires de la 1000D sont codifiées de façon abstraite, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nom de fichier auquel on va faire référence, mais chaque fichier a un code, notamment les data modules, donc ils vont porter un data module code, et ce data module code, en fait, va permettre, juste en regardant le nom de fichier, sans regarder le contenu, de savoir quelle est l'information portée dans le contenu. Donc, toute cette codification permet d'abord de savoir à quel équipement, à quelle fonction le data module va se rattacher par le SNS, par cette notion de Standard Numbering System. Mais on a également des informations qui sont liées, excusez-moi, sur la présentation, qui sont liées au contenu de l'information traitée, c'est-à-dire, par exemple, le type d'opération, le type de procédure de maintenance, est-ce que c'est un IPD, est-ce que c'est une description, est-ce que c'est un glossaire, enfin, cette information de code, l'information de code, là, l'avant-dernier champ permet de typer cette information-là. On a aussi des notions de niveau de maintenance ou de localisation de la maintenance avec le dernier champ. Le premier champ, c'est l'identification du projet ou du système principal. Donc, on a une codification qui est assez complexe, mais qui permet, avec un simple coup d'œil, quand on connaît les règles de cette codification, de savoir ce que contient l'unité sans ouvrir cette unité-là. Ensuite, la notion d'information structurée. Donc, l'information structurée, c'est la notion de XML, donc XML ou HTML. C'est une façon de produire la documentation avec des balises. Donc, on voit l'exemple à droite de la slide. Donc, il faut savoir que cette façon de produire la documentation, elle présente des contraintes parce qu'il faut pouvoir produire avec certains outils, des éditeurs compatibles avec le mode structuré. Donc, ça apporte, il y a des inconvénients, mais des avantages également, puisque c'est structuré comme si toute l'information était dans une base de données. Chaque donnée documentaire est entourée d'un élément XML qui permet de le caractériser. Donc, ces XML, la façon de produire ces XML, la séquence de ces XML sont régies par les modèles XML, ou schéma XSD. Et ça, c'est une donnée d'entrée de la 1000D. Donc, c'est la 1000D qui va donner, qui va décrire, qui va fournir ces règles-là. Donc, les XML, on ne va pas pouvoir les produire n'importe comment. On va suivre les schémas 1000D.
Alors, maintenant, on va passer, parce que donc l'information structurée, c'est compliqué à implémenter parce il faut des outils, mais par contre, ça a des énormes avantages. Donc, le premier, c'est qu'on va pouvoir décorréler ce qu'on produit, le fond, de la forme. Quand on est sur un Word et qu'on produit du Word, on va appliquer une feuille de style. Et si la feuille de style doit changer, il va falloir changer tous les Word qui portent cette feuille de style et changer de forme. Donc, on a un effet volumétrique, c'est-à-dire sur du Word, on va devoir changer tout le fond documentaire pour modifier certaines règles de mise en page. Là, on est sur un concept où on décorrèle le fond. Donc, à gauche, on voit le contenu de la procédure et la forme. Notamment, on voit à droite toute cette notion de numérotation. La numérotation, on va pouvoir appliquer des règles de présentation différentes. C'est-à-dire que si on décide que la procédure elle va se numéroter A, 2, 3, A, B, C, D, et puis après 1, 2, 3, c'est juste un fichier qui est la feuille de style qu'il faudra mettre à jour. On ne mettra pas à jour tous les documents de procédure pour changer cette numérotation. Donc ça, c'est le gros avantage de l'information structurée, c'est qu'à partir d'un même fond, on peut produire plusieurs formes, c'est-à-dire du PDF, du HTML, plusieurs formats, alors que quand on est sur du non structuré, par exemple du Word, on ne pourra pas le faire assez facilement parce qu'on a un effet volumétrie et de reprise. Alors, un autre avantage qui est très, très important, c'est c'est la manipulation de la donnée. Donc, on va pouvoir déjà générer plusieurs formats de sortie possibles à partir d'une seule source de production. Ça, c'est lié au fait qu'on décorrèle le fond et la forme. Mais on va pouvoir aussi manipuler cette information comme si c'était de la base de données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer automatiquement la liste des outillages, puisque toute l'information est structurée dans un élément. Donc, tous les outillages vont être identifiés par une balise qui est support équipe. Donc, en parsant de façon automatique ces balises-là, on va pouvoir générer la liste des outillages, on va pouvoir charger la liste des outillages dans une base de données de façon automatique. Donc, on a une palette de moyens de traiter l'information documentaire beaucoup plus importante que si on était sur du non structuré. Alors, information disponible, donc ça c'est la dernière thématique de ma présentation. Donc, l'idée c'est la disponibilité, c'est lié à la notion de CSDB, Common Source Database. Donc, la Common Source Database, c'est un repository central qui va intégrer toutes les unités documentaires sur tout le cycle de vie du projet. Donc, les unités documentaires peuvent évoluer à un moment donné hors de la CSDB, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle soit réintégrée à cette CSDB, puisque la CSDB, en fait, c'est le référentiel, c'est ce qui fait foi pour toutes les versions des unités documentaires. Donc, toutes les unités documentaires vont être conservées, enregistrées, conservées dans la CSDB. On veut conserver tout l'historique du projet de cette façon. Alors, l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple des data modules deleted. Le data module deleted, en fait, il va rester dans la CSDB, tout le contenu va être préservé, mais il va avoir le statut deleted. Donc, ça veut dire que le data module qui a été supprimé, il peut, à un moment donné, être restauré. On peut réutiliser l'information et restaurer l'information. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un référentiel unique, de ne pas multiplier les sources de stockage de la donnée. Et ce repository central unique, c'est la CSDB, la Common Source Database. Donc, dans cette Common Source Database, on va pouvoir gérer tous les objets documentaires. Donc, je vous ai parlé du data module, mais il y a aussi d'autres objets comme le publication module. Donc, ça, c'est ce qui permet d'assembler les publications et de regrouper les data modules pour faire des manuels. On a aussi les ICN, donc ça va être tout ce qui n'est pas XML, on va l'identifier par le code ICN, donc ça va être typiquement des illustrations, ça peut être également des PDF qu'on va codifier comme ça. Et alors l'idée de la CSDB, ce que je vous disais, c'est que ça gère toutes les informations nécessaires à la publication, aux publications, il faudrait mettre au pluriel, et il stocke
toute la production et la totalité des informations sur tout le cycle de vie du projet documentaire. Donc, il y a plusieurs classes d'objets. Donc, on a vu les ICN, les DM, les Publication Modules. Et chaque objet va être nommé avec sa codification qui permet de l'identifier de façon unique. Donc, il va avoir cette identification unique, plus des notions de version. Et donc, chaque version de l'objet va être stockée avec son code et sa version dans la CSDB. Les outillages ne devraient-ils pas venir de la tâche? Oui, ils viennent de la tâche, effectivement. Donc, les tâches de maintenance ont un modèle bien particulier avec un modèle structuré avec des preliminary requirements, la procédure elle-même et les conditions de clôture. Et dans les preliminary requirements, on déclare tous les outillages. Et donc, la façon de générer les outillages, c'est d'interroger, en fait, de générer les outillages, c'est d'interroger toutes ces procédures de maintenance en même temps pour extraire ces outillages déclarés et en faire une liste consolidée. L'idée, c'est ça. Mais oui, effectivement, ça vient de la tâche. Ensuite, codification, S1000D ne semble pas appeler la S3000M, S3000L. Ne semble pas appeler la S3000L. Si, puisque en fait le SNS reprend le breakdown, les breakdown identifiers. Donc il peut y avoir une corrélation entre le SNS et le MI, ça va être le MI, ça fait référence au nom du projet S3000L. Donc si, il peut y avoir une corrélation quand on utilise la 3000L et la S1000D. C'est des règles de corrélation qu'on peut établir, en fait. Alors, en fait, il y a certaines règles de publication qui sont données, qui sont écrites dans la 1000D, donc, normalement, en principe, qu'il faut suivre, donc dans le chapitre 6. Et après, les règles de publication, ça va dépendre du format qu'on utilise, puisqu'en fait, en fonction du format qu'on utilise, les règles 1000D ne sont pas les mêmes. Donc, on a des règles liées au PDF, on a des règles qui sont liées à l'information électronique. Donc déjà, ça, c'est dimensionnant, cette notion de format. Et ensuite, on va avoir des problématiques opérationnelles. Donc, l'utilisateur est au centre de la documentation, hein, donc c'est lui qui va utiliser la doc. Donc, c'est là, c'est en consultant les utilisateurs qu'on va définir les règles de présentation, en accord avec les règles 1000D. L'idée, c'est de ne pas contredire les règles 1000D. Est-ce que ça répond à la question ou Alors celle-là, cette question, je l'adore. Non, malheureusement, il n'existe pas de feuille de style générique dans la 1000D. Il n'y a pas de feuille de style générique dans la 1000D, contrairement à certains autres standards où on a des feuilles de style, par exemple, qui sont fournies avec le standard DITA. Donc, on a le DITA OT où il y a plein de feuilles de style qui permettent de produire du PDF, du HTML, du EPUB, etc. Il n'y a pas de feuille de style 1000D parce que la 1000D, c'est toujours voulu indépendante des outils. C'est toujours voulu indépendante de l'implémentation concrète informatique. Et donc, la 1000D ne fournira jamais d'outils, ne préconisera jamais de technologie à employer. La notion de Common Source Database, c'est une notion qui est abstraite, qui est théorique, c'est la notion de gestion de configuration, mais il n'y a pas de recommandation technique, par exemple, utiliser du SQL, utiliser le système de fichiers, il n'y a pas de recommandation technique associée à ces notions-là. Donc non, c'est vraiment, la 1000D restera toujours indépendante de l'implémentation informatique. C'est comme ça. Sur les outils qui permettent d'exploiter les balises XML pour remonter les outillages, par exemple. Alors, il y en a plusieurs. Moi,
nous, dans l'équipe ingénierie doc, on essaye d'utiliser des standards. Donc, on a par exemple XQuery. Alors, je vous ai dit lors de la présentation que en fait, le XML, c'est comme une base de données. Et bien, de la même façon qu'on a des moyens de requêter les bases de données, on a des moyens de requêter le XML. Par des standards comme XQuery. Donc, en fait, le XQuery, c'est le langage d'interrogation de la base de données XML. Et donc, avec ces standards-là, qui sont des standards W3C, on peut remonter les balises XML automatiquement. Donc, on a le XQuery, mais on a aussi d'autres standards comme XSL, XPath. Donc, le XPath qui est notamment utilisé dans le mécanisme de contrôle automatique des business rules, qui est ce qu'on appelle le Brex 1000D. Donc, le Brex 1000D, c'est une implémentation informatique des business rules, et ça permet d'interroger le XML avec des langages qui identifient dans l'arbre XML les données. Donc voilà, on a ces standards-là. Enfin, ça, c'est des standards W3C, donc XSLT, XPath, XQuery. Et après, on les implémente à LGM dans des outils qui permettent de contrôler la donnée, de générer des données, les pages liminaires, par exemple, la liste des outillages, la liste des figures, etc. J'ai une question aussi d'Aline Leray qui est assez intéressante. 3500 pages en anglais, existe-t-il une version plus light? Donc, effectivement, 3500 pages, c'est long. C'est pas ça qu'on aimerait avoir sur son livre, comme livre de chevet. On a essayé, il y avait un moment une initiative de faire un summary 1000D. Ça n'a pas vraiment abouti, ça n'a pas vraiment avancé. Pour le futur, on aimerait modulariser la 1000D, c'est-à-dire décorréler ce qui est concept de base des options. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les 3500 pages, tout n'est pas forcément applicable dans un périmètre minimal. C'est-à-dire que si on veut se contenter d'implémenter la 1000D sans y mettre non plus toutes les options ou déployer toutes les possibilités, on n'arrive pas vraiment dans les 3500 pages à trier ce qui est fondamental de ce qui est optionnel, on va dire. Et donc, l'idée des prochaines versions, ça serait de modulariser, c'est-à-dire de faire une version core. Core, ça veut dire basique, et la séparer de tous les concepts optionnels. Donc, par exemple, dans la version core, où il y aurait tout ce qui est lié à la codification, tout ce qui est lié à la modularisation de l'information, le process également avec les business rules, tout ça, ça restera dans le cœur 1000D. Et on mettrait à côté, on ferait de façon séparée tout ce qui est optionnel dans la 1000D. Mais actuellement, cette séparation, elle n'est pas encore faite, malheureusement. Avantages et inconvénients de S1000D versus autres référentiels comme DITA. Alors ça devrait faire l'objet d'une présentation dédiée, en fait. Par contre, ce que je peux dire en résumé, c'est que la 1000D va avoir une approche extensive, c'est-à-dire que les modèles de données sont très vastes et permettent de couvrir tout. Donc, on va en fait réduire le champ des possibles avec la 1000D. C'est l'étape de business rule. La DITA va fonctionner de façon inverse, et c'est pour ça que ça va être moins chronophage en termes de définition des règles, c'est-à-dire que les schémas sont beaucoup plus simples. Et si vraiment il y a des besoins métiers spécifiques, on va pouvoir modifier les schémas, ce qu'on ne peut pas faire en 1000D, mais on va pouvoir les customiser, on va pouvoir apporter des options supplémentaires. Et donc, on part d'une base minimale pour aller l'étendre. Alors que la 1000D, ça fonctionne sur le principe inverse, c'est-à-dire que les schémas sont très, très vastes et qu'on va préciser les besoins au fur et à mesure des business rules. La deuxième différence majeure, et on en a parlé, c'est l'outillage, parce que effectivement, le standard DITA vient avec tout un outillage qui est DITA Open Toolkit, qu'on utilise à LGM d'ailleurs.
alors que la 1000D va toujours se vouloir indépendante de l'implémentation informatique des XSL, des règles de publication. Donc ça, c'est vraiment une grande différence et effectivement, ça va à l'avantage de Dita puisque de façon initiale, on a déjà des moyens de publier, alors qu'en 1000D, il faut tout développer en fonction des business rules qu'on va définir. Je ne sais pas si ce résumé répond à la question, mais je pense que c'est un sujet qui mériterait une présentation indépendante. Quelles sont les versions de S1000D qui nécessitent le plus de labeur pour migrer un fonds documentaire existant d'une version à une autre? Oui, alors ça, c'est une question importante. En fait, il faut savoir que les dernières, il y a la notion de rétrocompatibilité, c'est-à-dire pouvoir lire avec une version ultérieure les données produites en version inférieure. Cette notion-là, elle est implémentée entre la 4.1 et la 4.2, par exemple, mais pratiquement sur toutes les autres versions, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui va nécessiter forcément une migration d'une version à l'autre. Donc, il y a la notion de modèle de données. Donc, déjà, la migration, il faut pouvoir que les modèles de données correspondent d'une version quand on monte en version. Et il y a la notion de fonctionnalité supplémentaire dans les versions ultérieures. Donc, je ne peux pas vous répondre de façon simple à votre question. Donc, il faut juste savoir, pour répondre rapidement, c'est que la rétrocompatibilité, elle est garantie entre la 4.1 et la 4.2, alors que pour les autres, ça n'existe pas. Il faut savoir également qu'entre la version 3 et la version 4, il y a eu un grand nettoyage des modèles de données. Donc, tous les éléments ont été renommés. Et donc, du coup, il y a un mapping nécessaire parce que les noms changent du tout au tout. Et il y a un mapping qui est beaucoup plus difficile à faire entre la 3.0 et les versions 4, 4.2, 5, etc. Donc ça, c'est une donnée à connaître. Par contre, voilà, le labeur, c'est si on saute 4 versions, on va avoir plus de labeur, ça c'est des choses évidentes. Mais je ne peux pas répondre en absolu à votre question parce que ça dépend également du contexte fonctionnel des projets. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rajouter des nouvelles fonctionnalités? Et là, effectivement, ça va nécessiter du labeur pour pouvoir migrer les données et rajouter ces fonctionnalités-là. Donc, voilà, je peux vous répondre que par certains principes, entre la 3.0 et la 4, oui, il y a un grand renommage qui est compliqué sur les éléments et qui va nécessiter du mapping. Et cette notion de rétrocompatibilité qui n'est pas du tout garantie entre les versions, ça, il faut le savoir. Ça ne fonctionne pas, quoi, de pouvoir valider les données d'avant avec une version d'après. Ce qui explique que tous les outils sont liés à une version. Les outils qui sont commercialisés sont liés à une version. Et pour la CSDB, la question de Nat Richard, donc comment se concrétise physiquement, il n'y a pas de recommandation justement liée aux outils. Donc, c'est juste un concept, ça ne se concrétise pas physiquement. Ça peut être une base de données ou un stockage en répertoire. Ça peut être tout ce qu'on veut. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un très bon week-end. Et à bientôt pour les autres séries.